L'agent S. Scott Miller est jugé pour faute professionnelle, mais les accusations ne l'inquiètent pas. Ce qui le met vraiment en colère, c'est la personne qui préside l'affaire, une femme latino-américaine, la juge Elena Ramirez. Dès qu'elle entre dans la salle d'audience, son ressentiment commence à bouillonner. Il ne croit pas qu'une personne comme elle ait l'autorité de juger un homme comme lui. À mesure que le procès avance, sa fureur s'intensifie, jusqu'au jour où, devant une salle comble, Miller explose. Ce qui se passe ensuite choque toute la ville et expose au grand jour un système qui l'a protégé bien trop longtemps. Mais lorsque le masque tombe enfin, la vérité est bien pire et le juge Ramirez n'a aucune intention de reculer. Avant de continuer, commentez ci-dessous en indiquant d'où vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Les colonnes de marbre du palais de justice fédéral de Laredo se dressaient fièrement sous un ciel nuageux. À l'intérieur, la tension planait comme l'humidité houlante, suffocante, impossible à ignorer. La salle d'audience 3 n'avait pas vu une telle foule depuis des années. Les journalistes étaient présents à chaque rangée, les téléphones silencieux mais prêts à l'emploi. Les huissiers étaient plus vigilants que d'habitude, leurs yeux se posant sur la table de la défense à chaque mouvement de Miller. La juge Ramirez avançait dans le couloir avec la même détermination tranquille qui avait marqué ses près de 2 décennies de carrière. Sa robe était repliée sur son bras, ses talons claquant à un rythme qui prouvait que chaque pas avait été mesuré non pas par obligation, mais parce que des hommes comme Scott Miller s'attendaient à ce qu'elle trébuche. Dans la salle d'audience, Miller était assis, les bras croisés sur la poitrine et les jambes écartées, comme si le siège de l'accusé n'était qu'un siège de voiture de patrouille. Son avocat s'est penché et a murmuré « Il faut que tu te taises aujourd'hui. » C'était juste assez bas pour que les micros ne le captent pas, « Laisse-moi m'en occuper. » Miller eut un sourire suffisant. « C'est drôle. Vous agissez comme si c'était moi qui étais jugé. » Toisson, au procès, siffla son avocat dans un souffle. Un autre éclat de voix et vous pourriez perdre toute chance d'éviter la prison. Miller leva les yeux au ciel. Si elle était une vraie juge, on n'aurait même pas ce cirque. Elle a des intentions. La porte derrière le banc s'ouvrit et le silence se fit dans la salle. La juge Ramirez entra, sa robe noire flottant autour d'elle. Elle scruta la galerie, adressant un léger signe de tête au sténographe avant de s'asseoir avec une dignité sereine. Le tribunal est maintenant en session, a annoncé l'huissier. Ramirez leva son marteau et frappa une fois. Bonjour. Nous poursuivons le témoignage d'hier. L'analyste judiciaire a prêté serment et a commencé à présenter les preuves, des incohérences dans les données, des enregistrements qui ne correspondaient pas au rapport de Miller, des divergences qui dressaient un tableau très différent de celui auquel il avait prêté serment. Les conséquences ont été dévastatrices. Miller s'agita sur sa chaise en marmonnant « Des mensonges. » Tout. Le juge Ramirez le regarda fixement. « Monsieur Miller, vous resterez silencieux pendant le témoignage. » Il se pencha en avant, la voix basse et amère. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, comment suis-je censé rester assis ici et laisser cela se produire ? » « Vous êtes là pour écouter, » répondit-elle sans hésiter. « Votre avocat aura bientôt l'occasion de contre-interroger. » Miller esquissa un sourire suffisant. « Bien sûr. » Comme si ça comptait. Le juge se pencha légèrement. « Monsieur Miller, je ne le répéterai pas. Si vous ne parvenez pas à vous contrôler, je vous ferai expulser. » Cela le calma, du moins en apparence. Mais au fond, quelque chose avait changé. Son regard se fixa sur Ramirez, non plus avec déférence, mais avec un défi affiché. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son immobilité, quelque chose qui n'était pas là la veille. Ses doigts tapotaient sa cuisse. Son pied rebondit une fois, puis s'arrêta. Sa respiration changea. La juge Ramirez l'avait remarqué. Et ce qu'elle ressentait à ce moment-là n'était pas de la peur, mais de la disponibilité. Elle avait déjà vu ce genre de silence. Le témoin descendit de la barre. Ramirez jeta un coup d'œil à l'horloge. Nous allons faire une pause de 10 minutes. Alors que la salle d'audience se vidait, Ramirez resta un moment derrière le banc, les yeux toujours fixés sur Miller. Il souriait maintenant non pas comme amusé, mais comme quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Après la suspension d'audience, la salle d'audience se remplit peu à peu. Mais l'atmosphère avait changé. Là où régnait une curiosité oisive, régnait désormais un profond et discret malaise, comme si la salle elle-même retenait son souffle. Le témoin suivant a pris la parole, un sergent qui avait déposé une plainte officielle contre Miller des années auparavant.
Le procureur n'a pas perdu de temps. Sergent Torres, vous avez déposé une plainte interne en 2019, n'est-ce pas? Oui. Quelle était la nature de cette plainte? Il s'agissait de l'agent Miller. J'ai documenté un incident de recours à la force excessive. J'ai également signalé que les images de la caméra piéton qu'il avait fournie avaient été falsifiées. Plus tard, on m'a dit qu'aucune mesure ne serait prise. Miller secoua la tête en marmonnant, c'est de la foutaise. Ramirez lui lança un regard noir. Monsieur Miller. Mais il était déjà penché en avant sur son siège. Oh, allez. C'est une blague. Cet homme me détestait. Et maintenant, on se comporte comme s'il disait la vérité de manière impartiale? Monsieur Miller, répéta le juge, calme mais ferme, vous êtes hors sujet. J'aurais dû m'en douter, dit Miller d'une voix plus forte. Dès que je suis entré et que j'ai vu qui était assis sur ce banc, tout était truqué. La tension régnait dans la salle d'audience. Les journalistes tapaient plus vite. Vous voulez parler de partialité, continua Miller, avec un rire creux et amer. Parlons de la vôtre, votre honneur. Toutes vos décisions ont été prises dans le même but, abattre les hommes blancs qui refusent de s'incliner. Monsieur Miller, répéta Ramirez d'une voix si calme qu'elle en était presque chirurgicale, ceci est votre dernier avertissement. Il se leva. La galerie haleta. Le frottement de sa chaise sur le bois poli rompit le silence comme un coup de feu. Tu crois que j'ai peur de toi, aboya Miller. Tu crois que juste parce que tu portes cette robe et que tu es assis là-haut, tu peux me juger? J'ai versé mon sang pour cette ville. J'ai porté le badge sur lequel vous avez tous craché. Et maintenant, tu veux me couvrir de honte devant les caméras. Ramirez ne broncha pas, assieds-toi. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est avancé. Tu ne peux pas rester assis là et prétendre être meilleur que moi. Tu ne l'as jamais été. Les huissiers commencèrent à bouger aussi silencieusement mais rapidement. La galerie se figea, un souffle de peur partagé. L'avocat de Miller se leva. Scott, assieds-toi. Ce n'est pas la bonne solution. Reste en dehors de ça, s'exclama Miller en se retournant. J'aurais dû gérer ça à ma façon dès le début. Et juste comme ça, Ramirez a vu le changement. Sa main glissait sous son manteau. La tension dans ses épaules devenait définitive. Elle ne parla plus, car ce que Miller cherchait n'était pas un mot, ni une défense. C'était quelque chose de complètement différent. Il y eut un son doux, subtil, le bruissement du tissu, le clic du métal sur le métal alors que quelque chose glissait. La juge Ramirez le savait avant même de le voir. La main de Miller émergea de son manteau rapide, réfléchie, experte. Il tenait un pistolet noir mat, petit mais lourd. Il s'éleva dans les airs avec une intention sombre. Au début, personne ne bougeait. Des halètements s'échappèrent. Une journaliste laissa tomber son stylo. Le greffier se figea. Les huissiers avancèrent, les mains près de leurs armes, mais hésitaient, calculant en temps réel le pire scénario. Miller fit un autre pas en avant, leva l'arme et la pointa directement sur le banc. Ne bougez pas, dit-il d'une voix basse, mais plus forte que n'importe quel son n'aurait dû l'être dans cet espace. Que personne ne bouge. La juge Ramirez ne scia pas. Elle ne recula pas. Elle n'activa pas son bouton d'alarme. Ses mains restèrent sur le banc, le menton légèrement relevé, les yeux rivés sur les siens. Vous avez apporté une arme dans ma salle d'audience, dit-elle d'un ton neutre. Miller ricana. J'ai apporté la vérité, celle que vous essayez sans cesse de taire. Posez votre arme, ordonna l'un des huissiers, la voix légèrement tremblante. Tais-toi, aboya Miller en se tournant vers l'officier, l'arme se balançant avant de revenir au juge. Tu crois que je ne m'en servirai pas, gronda-t-il. Tu crois que je n'ai pas été suffisamment poussé? La juge Ramirez a gardé la voix. Soyez raisonnable, vous avez déjà perdu, monsieur Miller, dit-elle fermement. Chaque seconde que vous tenez cette arme, vous aggravez la situation. Non, répondit-il en s'avançant, se tenant maintenant devant le banc. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est pire. Tu étais assis là, à me juger, à te moquer de moi, à faire comme si je n'avais pas versé mon sang pour ce badge. Et maintenant, tu veux me traiter de criminel. C'est toi qui as pris cette décision, répondit-elle doucement. Personne ne t'y a forcé. Il y eut une pause. Puis Ramirez parla, non pas avec colère, ni avec panique, mais avec une sérénité tranquille qui obligea tout le monde à l'écouter.
Tu as peur. Miller s'immobilisa, la mâchoire serrée. Pardon, dit-il. Tu as peur, répéta TL, calme et inébranlable. Peur que sans l'insigne, sans l'arme, sans l'uniforme, il ne reste plus rien. Tu n'es pas là pour la justice. Tu es là parce que tu as perdu le contrôle d'une histoire que tu n'as jamais été assez forte pour raconter honnêtement. Il leva l'arme un peu plus haut. Tu crois que je ne le ferai pas, aboya Théil. Elle le regarda droit dans les yeux. Je crois que tu l'as déjà fait. Dès que tu as pointé cette arme, tu as donné raison à tous les témoins. Tu n'as pas perdu ton emploi parce qu'on s'est retourné contre toi, tu l'as perdu parce que tu n'as jamais mérité ce badge. Tais-toi, cria-t-il. Mais elle ne l'a pas fait. Vous pensez que c'est ça la force, dit-elle, la voix légèrement plus forte. Brandir une arme dans un tribunal rempli de gens qui ne broncheront même pas? Ce n'est pas du pouvoir, monsieur Miller. C'est l'effondrement. Et je ne vous aiderai pas à le déguiser en autre chose. Il se tenait là, essoufflé. Son regard parcourait la salle d'audience. Chaque mouvement, chaque murmure le faisait tressaillir. Son doigt frôlait dangereusement la détente. Puis il se tourna vers la galerie, l'arme toujours levée, et cria « Tout le monde à terre !» Maintenant. La panique a éclaté. Des personnes terrifiées ont glissé de leurs bancs. Les journalistes ont protégé leurs caméras. Les avocats ont baissé la tête. Dehors, sans se faire remarquer, l'inspectrice Carmen Sandoval franchit discrètement les portes du palais de justice. Derrière elle, l'équipe du SWAT se rassemblait déjà, descendant silencieusement, disciplinée et déterminée, les marches de marbre. À l'intérieur, Miller était en train de s'effondrer. « Tu penses être intouchable » murmura-t-il en baissant le pistolet d'un pouce, avant de le relever à nouveau. Ramirez pencha légèrement la tête. « Et qu'as-tu trouvé de l'autre côté » demanda-t-elle doucement. Il la regarda, confus. « Que as-tu trouvé » répéta-t-elle, après avoir transgressé toutes les règles, toutes les lois, toutes les limites à ne pas franchir. As-tu trouvé la paix? La justice? Ou juste d'autres excuses? Il secoua la tête. J'ai découvert qui était vraiment aux commandes, dit-il d'une voix rauque. Non, répondit-elle calmement mais fermement. Tu as découvert qui a cessé de prétendre que tu comptais plus que les autres. Cela le fit tressaillir, à peine, mais c'était suffisant. Le masque est à nouveau tombé. Sa respiration devint saccadée. Son regard, hagard mais vague. Tu ne sais pas ce que j'ai vu, murmura-t-il. Peut-être pas, dit-elle. Mais je sais ce que tu as fait. Sandoval leva la main. 3. 2. 1. Elle laissa tomber ses doigts et l'entrée fut immédiate. Les deux portes s'ouvrirent en claquant, les cadres en bois s'écrasant contre les murs tandis que des officiers vêtus de noir entraient dans la salle d'audience avec une précision impitoyable. Fusils levés. Boucliers avancés. Des voix emplissaient la pièce avec des ordres aigus et résonnants. Lâchez votre arme. Les mains là où on peut les voir. Miller se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais il ne tira pas encore. Il regarda simplement autour de lui, observant la nuée d'officiers se rapprocher des deux côtés. Tu crois que tu as gagné maintenant, dit-il, la voix tremblante. Tu crois que ça arrange quelque chose? Ramirez se tenait lentement derrière le banc, les mains toujours immobiles. Son expression restait inchangée. Il ne s'agit pas de gagner, a-t-elle déclaré. Il s'agit de mettre fin à ce qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Et pendant un moment, il sembla qu'il allait se rendre. Son regard baissa. Le pistolet s'abaissa, juste un peu. Mais ensuite il la regarda. Et quelque chose en lui s'est brisé. Il leva l'arme une dernière fois, la pointa directement vers le banc et appuya sur la détente. Le coup de feu a fendu la salle d'audience comme une lame, tranchante et définitive, perçant le chaos avec une clarté effrayante. Le juge Ramirez n'est pas tombé. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas bronché. Elle se tenait exactement là où elle se trouvait, derrière le banc, imperturbable. Je vais bien, dit-elle d'une voix plus basse, mais non moins autoritaire. Sa voix tranchait le bruit comme un verdict. Derrière elle, dans le bois sombre du panneau d'acajou, à quelques centimètres à sa droite, un petit trou noir fumait encore en silence. Un pouce plus près, et la balle aurait transpercé sa poitrine. Mais ce n'était pas le cas. Et maintenant, c'était fini.
Miller n'a pas eu droit à une deuxième chance. Le recul du premier coup de pied envoya son bras en arrière et, à cet instant, le premier officier le frappa du flanc droit, le frappant avec un bouclier et le poussant au sol. Un autre officier le suivit, saisissant la main armée. Deux autres se précipitèrent, le plaquant au sol avec une efficacité brutale. Il n'a pas résisté. Il n'y avait plus aucune force de combat en lui. Son visage heurta le sol. Un bras était coincé sous un genou, l'autre tordu dans son dos tandis que des menottes métalliques froides claquaient autour de ses poignets. « Suspect sécurisé », a crié un officier. Sandoval s'est approché du banc. « Juge Ramirez, êtes-vous sûr que vous n'êtes pas blessé » Ramirez hocha la tête. « J'en suis sûr. » Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil au trou de balle dans le banc, sa main s'attarda brièvement dessus, reconnaissant l'endroit où le monde avait presque failli s'effondrer. Elle parla à nouveau, plus fort. Tout le monde peut se lever. Le danger immédiat est passé. Miller avait été mis à genoux, les poignets menottés dans le dos, le visage meurtri. Il n'a regardé personne. Il n'a pas parlé. Son silence n'était plus un choix, c'était tout ce qui restait. Ramirez est descendu du banc et s'est placé devant lui. Il n'a pas levé la tête. Et elle ne lui a pas offert la dignité d'un mot. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Sandoval. « Je veux un audit complet », a-t-elle déclaré. Chaque plainte. Chaque dossier qu'il a traité. Tout ce que le service a gardé confidentiel. Nous y sommes déjà, répondit Sandoval. Bien, a dit Ramirez. Je veux que tous les noms de ceux qui ont signé ces évaluations soient visibles. Puis elle regarda vers la galerie, où la presse avait déjà commencé à rédiger ses gros titres. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit, non pas aux caméras, mais à elle-même. C'est ici que tout commence. Bras sans robe, sans escorte, seulement un but silencieux. Le dossier contenait les premières pages du dossier interne de Miller, des plaintes rédigées, des enquêtes suspendues, des signalements de citoyens marqués comme résolus sans explication. Ce n'était pas suffisant pour constituer un dossier solide. Pas encore. Mais c'était suffisant pour confirmer ses soupçons. Quelqu'un le protégeait. Le premier rapport datait de 2014, usage excessif de la force lors d'une arrestation. Un adolescent de 17 ans avait été hospitalisé pour une fracture de l'os orbitaire. Aucun enregistrement vidéo n'avait été effectué. La plainte avait été classée sans suite 3 jours plus tard. L'officier de revue ? Un nom qu'elle reconnut, le capitaine Ryan Wilson, aujourd'hui à la retraite. Autrefois loué pour avoir maintenu les affaires internes de manière efficace et discrète. Le deuxième signalement remonte à 2016, un enregistrement de caméra corporelle manquant lors d'un contrôle d'immigration. Le service a affirmé que l'équipement était défectueux. La troisième plainte, déposée anonymement en 2018 par une personne interne au département, accusait Miller d'avoir ciblé des résidents latinos, d'avoir transformé des interpellations mineures en arrestations et d'avoir manipulé les rapports par la suite. La plainte n'a pas été signée. L'enquête n'a jamais débuté. Elle fixa cette page plus longtemps que les autres. Puis elle a attrapé le téléphone. « Amenez-moi Sofia Mendoza », dit-elle lorsque sa secrétaire répondit. « Dis-lui que je suis prête à parler. » La jeune journaliste est arrivée avec un carnet à la main et son téléphone déjà en train d'enregistrer. « Je ne vous fais pas de communiqué de presse », a déclaré Ramirez. « Il ne s'agit pas de faire les gros titres. Je veux que le dossier soit réuni, qu'il soit enfin dévoilé. » À la fin de la journée, ils avaient esquissé un tableau complet, date, nom, numéro de plainte et espace vide indiquant ce qui était encore caché. Miller n'était pas le seul. Les mêmes enquêteurs apparaissaient sans cesse dans de multiples enquêtes. Les mêmes superviseurs signalaient les incidents graves comme ne nécessitant aucune autre mesure. Cela a formé une chaîne qui s'est propagée à travers un service formé pour effacer les problèmes plutôt que pour les résoudre. Cette nuit-là, Sandoval est arrivé avec son propre dossier. « J'ai apporté tout ce qu'on pouvait récupérer sans mandat », a-t-il dit. « C'est pire que je ne le pensais. Il y a des chevauchements », a déclaré Sandoval. Miller n'était pas seulement protégé, il était muté à chaque fois qu'un événement grave se produisait. Réaffecté. 3 bureaux en 5 ans. Chacun plus loin de la surveillance. Ramirez se leva lentement et se dirigea vers le mur, les yeux scrutant le tableau qu'ils avaient construit. « Je veux que tous ceux qui ont été impliqués dans ces évaluations de performance soient notés », a-t-elle déclaré. Les superviseurs, les responsables de la formation,
les enquêteurs sur les plaintes. Je veux que leur dossier soit ouvert. Je vais commencer, dit Sandoval, mais si vous prévoyez de rendre cela public, vous allez vite vous faire des ennemis. Ramirez n'a pas hésité. Je n'ai pas peur des ennemis. J'ai peur du silence. L'histoire a éclaté 3 jours plus tard. Ce n'était pas sensationnel. Le titre initial n'était pas le plus attendu. Il s'agissait plutôt d'un article discret et chirurgical, publié sous le pseudonyme de Sofia Mendoza, niché en première page du média numérique le plus lu de la ville. Et cela a commencé par une question. Comment un homme avec 12 plaintes pour mauvaise conduite, 3 accusations formelles de recours à la force et des enregistrements manquants peut-il rester en uniforme pendant plus d'une décennie? La réponse n'est pas venue sous forme d'allégations, mais de détails, de vrais noms, de vraies dates, des transferts silencieux, des rapports enfouis. L'article ne se concentrait pas sur Miller lui-même, mais sur la chaîne. Un superviseur avait pris une retraite anticipée et quitté l'État. Un autre avait été promu à un poste de formation, discrètement réaffecté après un audit interne que personne ne semblait désormais pouvoir retrouver. Il semble que les affaires internes aient mal géré au moins 5 des dossiers liés à Miller, dont certains n'ont même jamais atteint la commission d'examen. La salle d'audience de la capitale de l'État était bondée. Tous les sièges étaient occupés avant midi. Les équipes de tournage ont chargé leurs trépieds. Des familles, dont certaines avaient longtemps été ignorées, sont venues avec des photos et des documents qui n'avaient jamais compté pour quiconque au pouvoir. Jusqu'à présent. Le juge Ramirez était assis au premier rang, non pas derrière le banc, mais en tant que citoyen, à l'écoute. Les voix qui suivaient son travail parlaient déjà assez fort. Le premier témoignage est venu d'une mère dont le fils avait été arrêté lors d'un raid de lycée mené par Miller. Elle a expliqué au jury que le rapport d'arrestation ne correspondait pas au dossier de l'hôpital, que la ville n'avait jamais restitué les images et que sa plainte avait été rejetée. Elle a brandi les photos médicales. Elle n'a pas pleuré. Le deuxième témoin était un officier à la retraite. Son témoignage a détaillé comment les officiers étaient systématiquement formés pour éviter les écrits formels. Il a décrit comment les plaintes étaient filtrées, d'abord par un agent de liaison ministériel, puis par un processus conçu pour garder les problèmes en interne. Lorsque le quatrième témoin a pris la parole ou une femme qui avait été secrétaire administrative aux affaires intérieures, la salle était silencieuse. Elle a apporté des courriels, des reçus signés et un enregistrement audio de 2 chefs de service discutant de la manière d'enterrer une affaire en la réaffectant à un dossier plus propre. À la fin de la séance, la commission a suspendu ses travaux. La présidente a demandé un entretien privé avec Ramirez. « Vous avez semé quelque chose, dit le président. Et maintenant, tout s'effondre plus vite que nous ne l'avions prévu. Il y a des noms dans ces dossiers dont nous ignorions même l'existence, a-t-elle poursuivi. Si la moitié des éléments documentés se vérifient, il ne s'agit pas seulement d'une faute professionnelle. C'est une conspiration. Alors traitez-le comme tel, a déclaré Ramirez. Le lendemain matin, Ramirez a reçu un appel du bureau du gouverneur. Plus tard dans l'après-midi, 3 chefs de service ont annoncé des départs à la retraite anticipée. Le service des affaires internes a suspendu tous les examens disciplinaires en cours et a publié une déclaration promettant un audit externe. Mais les rues parlaient plus fort. Des manifestations se sont rassemblées devant l'hôtel de ville. Elles étaient pacifiques, concentrées et constantes, il ne s'agissait pas d'explosion de colère, mais d'une demande claire de réponse. Ramirez a tout observé depuis la fenêtre de son bureau. Elle n'avait jamais recherché la célébrité. Elle voulait être responsable. Et cela arrivait enfin, non pas par un titre, mais par le dénouement. L'affaire Miller a progressé rapidement. Les preuves n'avaient jamais manqué, l'enregistrement, l'arme, les témoins oculaires, l'intention. À la lecture du verdict, le jury n'a pas halté. Juste un soupir silencieux. Coupable de tous les chefs d'accusation. Il ne serait pas admissible à une libération conditionnelle. L'audience de détermination de la peine aurait lieu dans 60 jours, mais tout le monde dans la salle savait déjà qu'il ne serait plus jamais libre. Ramirez ne bougeait pas sur son siège. Elle ne souriait pas. Elle ne fermait pas les yeux et ne baissait pas la tête. Elle a simplement regardé, comme elle l'avait fait le jour où il a dégainé son arme pour la première fois. Insensible au bruit. Insensible au silence. Après le verdict, aucun flash d'appareil photo n'a traversé les doubles portes. Au lieu de cela, il y a eu un autre type de réponse, calme, terre à accent grave terre et organisé. À l'extérieur,
un groupe d'une organisation locale de défense des droits a distribué des listes imprimées de nouvelles politiques de réforme le long du trottoir où les manifestants tenaient autrefois des pancartes exigeant justice. Des bénévoles se sont alors levés pour recueillir les noms des résidents intéressés à se joindre aux tables rondes sur la sécurité publique. Le changement était réel. Encore en formation. Encore fragile. Mais réel. Dans son bureau, Ramirez a examiné le projet final de la charte du Conseil de surveillance civile. Le gouverneur l'avait signé. Le financement était assuré. Le recrutement commencerait dans la semaine. Ce qui l'a le plus frappé, c'est le langage utilisé, un langage clair sur la transparence, la protection des lanceurs d'alerte, les enquêtes indépendantes et l'autorité exécutoire. Aucune échappatoire. Aucune promesse vague. Juste une structure, ferme et enracinée. Cet après-midi-là, Ramirez est sorti seul. La ville était plus calme, mais pas silencieuse. Juste plus concentrée. Comme si elle apprenait à écouter différemment. Au coin d'une rue près du parc, elle s'est arrêtée. Un groupe de lycéens se tenait en cercle, tenant des presse-papiers, distribuant des tracts. Sur leurs t-shirts, on pouvait lire, en lettres grasses, « Connaissez vos droits ». L'une d'elles, une fille d'âge sans grave peine 16 ans, se retourna soudain et la vit. « C'est toi, le juge, n'est-ce pas ?» Ramirez hocha la tête. « Merci de ne pas avoir reculé, » dit la jeune fille. « On parle de toi en cours d'éducation civique. » Ramirez lui offrit un sourire silencieux. « Assurez-vous qu'ils vous apprennent toute l'histoire, » répondit-elle doucement, « pas seulement le verdict. Notre professeur dit que la justice ne se résume pas à des résultats. C'est une question de processus, de courage, de savoir qui se lève quand les choses deviennent difficiles, déclara la jeune fille. Ramirez hocha la tête une nouvelle fois. Alors tu as trouvé le bon professeur. La nuit tombait sur la ville. Les lumières du palais de justice s'allumèrent, baignant les marches d'entrée d'une douce lueur ambrée. De loin, il avait l'air inchangé, grand, solide, enraciné. Mais pour ceux qui se tenaient à l'intérieur, out près ou juste dehors, une pancarte à la main, la voix pleine de conviction, ce lieu ne serait plus jamais le même. Car cette fois, les fissures n'avaient pas été repeintes. Elles avaient été nommées. Et la reconstruction avait commencé, de l'intérieur vers l'extérieur.